à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Si la France a été le premier grand pays occidental à nommer à Beijing un ambassadeur de plein exercice, les relations économiques entre la France et la Chine n'avancent toujours pas au même rythme que leurs relations politiques et culturelles. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Et dans quel sens la réforme structurelle de l'économie chinoise vont-elles modifier les relations économiques entre la France et la Chine? Aujourd'hui, nous allons tenter de trouver une réponse. Avant notre discussion, je vous invite à regarder ce reportage. Le 27 janvier 1964, la France devenait le premier grand pays occidental à nommer un ambassadeur à Beijing. Une décision historique du général de Gaulle qui avait bousculé l'ordre bipolaire de l'époque et qui allait être longtemps érigé en exemple à Paris comme dans la capitale chinoise. Mais 50 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. La mondialisation s'est imposée et malgré les liens politiques et culturels forts tissés entre les deux pays, la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale et le déficit commercial entre les deux pays s'aggrave d'année en année. La France est très loin derrière son voisin allemand et les gros contrats dans l'aéronautique, les transports, le nucléaire et l'infrastructure masquent péniblement la difficulté pour les PME françaises à s'installer en Chine. Quant aux Français, ils continuent de voir d'un mauvais œil les investissements chinois dans l'Hexagone. Alors comment inverser la tendance? Après le succès de la COP21, la France a de nombreux atouts à jouer. Son expertise peut être utile à Beijing dans sa stratégie de réduction des écarts de développement entre provinces et de développement de la consommation intérieure. Développement durable, santé, urbanisation, sécurité alimentaire, économie numérique, autant de secteurs où le savoir-faire français peut s'imposer en Chine. Sur le continent européen, le marché français est stratégique pour le développement des entreprises chinoises. Enfin, sur le plan financier, Paris a le potentiel pour devenir une place privilégiée pour les transactions en yuan au sein de la zone euro. Alors, sur notre plateau aujourd'hui, Monsieur Ding Yifan, vous êtes économiste, directeur du Centre de recherche et de développement du Conseil des affaires d'État. Et Monsieur Javier Rimeno, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de France en Chine. Vous êtes notre homme de terrain pour aujourd'hui. Alors, la première question, je voudrais demander à tous les deux, pensez-vous que le fait que les relations économiques entre la France et la Chine n'avancent toujours pas au même rythme que leurs relations politiques et culturelles, il s'agit d'un vrai retard ou c'est un phénomène à relativiser, Monsieur Rimeno? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je pense que les rapports économiques entre la France et la Chine avancent à un très bon rythme. Il suffit de voir les comportements des exportations de la France vers la Chine qui ont augmenté cette année malgré la réduction générale des importations en Chine. Il suffit de voir l'évolution des entreprises françaises en Chine. Cette année, à la Chambre, nous avons déjà dépassé les chiffres des 1600 entreprises actives sur le territoire chinois. Il suffit de voir les nombreux d'emplois créés et les nombreux projets menés à bien par les entreprises françaises en Chine pour se rendre compte que, aussi bien que dans les domaines de la culture ou de l'éducation, aussi sur le terrain économique, les rapports entre nos deux pays sont très fructueux et avancent à un rythme excellent. Et M. Ding, quel est votre avis? Si on en juge par exemple, les relations diplomatiques, politiques, culturelles entre la France et la Chine, les relations économiques entre les deux pays sont un peu derrière les autres relations, surtout en comparaison avec d'autres partenaires européens, par exemple. En termes de relations politiques, la Chine a de plus proches relations avec la France, mais en termes de relations commerciales, par exemple, l'Italie, même l'Espagne, etc., sont des pays qui ont une importance, semblerait-il, plus grande que celle de France. Mais c'est dû aussi un peu à la structure économique de la France. En France, le secteur le plus compétitif, c'est des grandes entreprises. La France a de grandes entreprises avec des technologies très avancées. Donc, si le gouvernement français signe un gros contrat avec la Chine et
vous avez des années où le volume commercial décolle. Mais dans des années ordinaires, il n'y a pas suffisamment de PME françaises qui osent s'aventurer sur le marché chinois. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de grands contrats chaque année. Donc il ne peut pas y avoir de grands contrats tous les ans. Les grands contrats, c'est quoi? C'est la vente d'Airbus, c'est la vente des centrales nucléaires, etc. Donc ça dure quelques années, puis il y a forcément une interruption. Et pendant la période d'interruption, il y a peu d'affaires entre les PME. Et en plus, une des choses que j'ai remarquées en m'aventurant une fois dans le Sichuan, au fin fond de Sichuan, c'est que j'ai rencontré un homme d'affaires suisse. Oui. Il est allé là pour essayer de promouvoir ses produits. Des produits de bonne qualité, mais vraiment une PME suisse. Et vous rencontrez très rarement des hommes d'affaires français qui oseraient aller tout seuls dans... Je vais vous les présenter parce que, croyez-moi, ils sont pressants. Je pense que vous avez raison quand il s'agit des exportations de la France vers la Chine. En effet, si vous regardez ces côtés de la relation économique, c'est vrai que les gros des exportations françaises correspondent à des gros contrats comme ceux que vous avez décrits dans l'aéronautique, dans l'industrie nucléaire. Mais ceci n'est qu'une partie de la relation économique entre les deux pays. La réalité économique française en Chine va bien au-delà de ça. Vous savez, la plupart des entreprises françaises ont décidé de s'installer en Chine. Le modèle, c'est d'attaquer les marchés chinois en étant présent en Chine. On ne veut pas exporter de la France en Chine, mais produire en Chine ce que les consommateurs chinois veulent consommer, ou de produire en Chine des produits qui seront exportés à d'autres régions proches de la Chine. Donc les volets exportation directe France-Chine, c'est une vision importante, mais c'est assez limité de la réalité complète de nos rapports. Je termine. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 1600 entreprises, et je vous assure que la plupart, ce sont des petites et des moyennes entreprises qui sont actives en Chine, qui développent chaque année un chiffre d'affaires équivalent à 80 milliards de dollars. Et ça, mes amis, il n'y a qu'un seul pays européen qui fait mieux que nous, c'est l'Allemagne. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, que vous avez cité, sont bien derrière la France. Ça veut dire que, vous voulez dire que les PME français, ils sont quand même compétitifs, même s'ils n'ont pas cet esprit d'aventure d'aller dans le fond de Mais je conteste cette affirmation. Les entreprises françaises ont cet esprit d'aventure. Et je tiens à que l'esprit entrepreneur français, des créations d'entreprises, des créations d'innovations, des créations de nouveaux produits soit reconnu. C'est vrai, on reviendra peut-être plus tard. Ça ne fait pas partie de ces stéréotypes de la France en Chine. Quand on pense à la France, on pense aux marques de luxe, on pense aux grandes entreprises françaises, on ne pense pas aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux entreprises qui sont dans le domaine de la technologie, de la créativité. Eh bien, croyez-moi, la réalité économique française aujourd'hui correspond beaucoup plus à ça qu'à l'autre volet. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez évoqué effectivement dans une interview précédente qu'il y a cette vision restreinte et stéréotypée des Chinois envers les entreprises françaises. Donc pensez-vous que cela a effectivement affecté les relations entre les deux pays? Écoutez, on vient de le voir. Pour Messier, qui connaît quand même très bien la réalité économique française, la France, c'est surtout les grandes entreprises. Eh bien non, la France en Chine, c'est surtout des petites et des moyennes entreprises. La vision des Chinois, en général, par rapport à la France, c'est la vision des marques de luxe et la vision des producteurs de vins et la vision des producteurs qui sont dans l'agroalimentaire. Eh bien, la France, et tout ça, et on est très, très, très fiers de ces entreprises, mais c'est bien plus que ça. La France, c'est de la technologie, la France, c'est de la créativité, la France, c'est de l'expertise technique, la France, c'est du numérique, la France, c'est beaucoup de choses. Et tout ça n'est pas suffisamment connu. La faute n'est pas aux Chinois. La faute, c'est aux entreprises françaises qui n'ont jamais véhiculé un message fort dans ces domaines. Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour transmettre ce message et pour dire que la France est bien
une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ce que normalement on médiatise. Et vous, Monsieur Ding, pensez-vous qu'il y a réellement cette différence, qu'on ne fait pas attention entre les PME français et les gros contrats, les grandes entreprises? En fait, il a bien fait d'expliquer que finalement, dans les relations économiques entre la Chine et la France, il n'y a pas seulement le volet commercial. On regarde souvent le volet commercial comme... Le déficit c'est ça, commercial. pas seulement déficit, mais comme l'état de santé des relations économiques. En fait, à part le commerce, il y a un volet très important, c'est l'investissement. Ils viennent de dire que finalement, les entreprises françaises ont investi beaucoup en Chine. L'investissement français en Chine est juste derrière celui de l'Allemagne et bien devant les autres pays européens. Et ces entreprises françaises sont sur le marché chinois et ils fournissent des marchandises aux consommateurs chinois, aux besoins et aux appétits des Chinois et ils représentent un volet de développement et de technologie avancée dans la production chinoise. Et j'ai remarqué que ces 2 ou 3 dernières années, il y avait des fréquentes visites des dirigeants des deux côtés, les présidents, le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères. Pensez-vous que cela a contribué réellement à un développement des relations entre les deux pays, M. Ding? Oui, je pense que oui. Chaque fois qu'un dirigeant français vient en Chine, il est accompagné d'une centaine de chefs d'entreprise françaises, etc. Mais à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est à la fin, il y a des grands contrats signés. Oui, mais les grands contrats sont symboliques. C'est quelque chose de très important. Et c'est impressionnant pour l'opinion, pour les médias, etc. Mais à part ça, il y a toujours des contacts plus fréquents entre les hommes d'affaires chinois et les hommes d'affaires français. Et en fait, si on regarde, non pas seulement au niveau national, c'est-à-dire à Pékin, Paris, etc., au niveau provincial et dans les grandes villes de Chine, il y a en fait beaucoup de projets de coopération entre les entreprises. Et ça, je reconnais, j'ai connu quelques entreprises françaises, PME aussi, qui ont eu des projets de coopération très réussis dans des provinces chinoises, dans des villes de moyenne importance, pas aussi importante que Pékin. Mais apparemment, maintenant, l'économie chinoise ralentit. Et pensez-vous que cela a créé des inquiétudes chez les entrepreneurs français? Pas vraiment. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un ralentissement tout relatif. C'est vrai que 7% de croissance, c'est peut-être moins que 10 et moins que 15 il y a quelques années, mais c'est quand même les taux de croissance les plus élevés de la région. Et même si on met de côté les chiffres en pourcentage, quand on regarde la croissance en masse, il faut se dire que la Chine a été capable de générer l'année passée l'équivalent de 700 milliards d'euros supplémentaires pour son PIB. C'est là correspond à peu près un quart du PIB total de la France. Donc, quand on me dit que c'est de la petite croissance, je me dis bien ce type de croissance en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, bien entendu, il ne faut pas regarder la Chine comme une espèce d'entité monolithique. La Chine est très diverse. D'abord, sur le plan géographique, il y a des régions qui sont en forte croissance et des régions qui le sont moins. Le Nord est probablement dans une phase difficile, l'Ouest et le Sud sont toujours très porteurs. Et trois, bien entendu, il faut différencier en termes de segments et des secteurs industriels. Il y a des secteurs industriels où il y a eu beaucoup de surcapacités qui ont été créées ces dernières années qui sont en souffrance. C'est le cas de l'acier, du charbon, du vitrage, enfin, on connaît tous la liste. Mais il y a encore de secteurs qui sont très porteurs, la santé, l'environnement, la construction, l'automobile, l'industrie des loisirs. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et il se trouve que la plupart des entreprises françaises sont positionnées dans ces nouveaux segments et elles sont positionnées dans une gamme de produits qui sont aujourd'hui beaucoup mieux adaptés à cette nouvelle approche de l'économie chinoise, axée beaucoup plus sur la technologie et la qualité, et beaucoup moins sur le volume. Et effectivement, sur le forum de Boao qui s'est tenu récemment, le Premier ministre a évoqué aussi la réforme structurelle de l'économie chinoise. Que pensez-vous de cette réforme et quelles seront les nouvelles opportunités présentes pour les relations économiques sino-françaises? Si on regarde, par
exemple, le PIB par province en Chine, on peut remarquer que finalement, la Chine a déjà fait beaucoup de choses pour restructurer son économie. Par exemple, au moment de l'éclatement de la crise financière internationale en 2009, eh bien, les provinces côtières de Chine ont été touchées sérieusement. Donc leur taux de croissance de PIB ont baissé jusqu'à 2 ou 3% dans certaines provinces. Et vous avez des milliers et des milliers d'entreprises qui recevaient des bons de commande de ces marchés développés et ont fait faillite. Et donc le taux de croissance était maintenu à un niveau très faible. Et après ces années de restructuration, maintenant, ces provinces sont revenues à un rythme normal de croissance, même supérieur aux moyennes nationales. L'année dernière, par exemple, Jiangsu, Zhejiang et Guangdong province ont un taux de PIB dans l'Est et dans le Sud de Chine, le taux de croissance de PIB était supérieur à 7%, parce que le moyen national est inférieur à 7%, mais toutes les provinces ont un taux de croissance de PIB supérieur à 7%. Donc, vous voulez dire que la restructuration a déjà donné des résultats positifs dans ces provinces-là, après, disons, au moins 5 années de souffrance difficile pour ces provinces. Mais d'autres provinces qui avaient bénéficié aussi de la hausse des matières premières, par exemple, de la hausse des prix des matières premières, telles que Shanxi, la Mongolie intérieure, etc., elles souffrent aujourd'hui beaucoup parce que les prix des matières premières chutent. Et ces provinces qui sont producteurs de ces ressources naturelles, bien sûr, souffrent aussi. Donc il faut refaire la restructuration dans ces provinces pour qu'elles trouvent des activités plus appropriées et reconvertissent à un nouveau modèle de développement en Chine même. C'est exactement ça, c'est les changements des modèles. La Chine est en train de changer, de passer d'un modèle axé sur les volumes et la quantité, sur un modèle économique basé sur la technologie, l'innovation et la qualité. Et ceci est porté par le développement des classes moyennes. La classe moyenne aujourd'hui en Chine représente à peu près 320 millions de personnes. Et dans 5 ans, elle atteindra 500 millions de personnes. C'est cette nouvelle classe moyenne qui consomme et qui veut consommer des produits de qualité, des produits qui sont fabriqués en conformité avec les meilleurs standards en termes d'environnement. Il s'agit d'une classe moyenne avisée, bien informée, exigeante. Donc il y a toute une montée en gamme en ce qui concerne les produits qui sont fabriqués pour cette couche de la population qui devient le moteur économique fondamental de la Chine. Eh bien, je pense que ça, c'est une énorme nouvelle, une très bonne nouvelle pour les entreprises françaises. Parce que les types de produits que nous mettons à disposition de nos marchés sont beaucoup mieux adaptés à cette typologie de clientèle qu'il ne l'était dans le passé où seulement les prix comptaient. C'est un nouveau marché qui est plus adapté. C'est un marché de plus en plus riche, de plus en plus dynamique dans lequel des éléments où la France a une capacité de concurrencer avec d'énormes capacités de succès sont importants. Donc je me répète, mais c'est tout à fait ça, c'est la qualité, l'innovation, la créativité, l'esthétisme, tout ça, ce sont des caractéristiques propres aux industries françaises. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les consommateurs chinois, ces gens qui appartiennent à cette classe moyenne en pleine expansion, demandent. Il faut vraiment changer les stéréotypes. Et parlons de stéréotypes, je ne sais pas, j'ai l'impression que quand même en France, il y a aussi des stéréotypes concernant l'image de la Chine. Est-ce que cela est vrai, M. Deguet? Oh oui, ce qui est tout à fait vrai, mais il faut lui poser la question de savoir quels sont les stéréotypes. Oui. Des stéréotypes, il y a partout. Il y a entre les Mexicains et les Américains, entre les Français et les Anglais, entre les Français et les Chinois. Ça me rappelle une chose, c'est que
je pense que c'est en 2007-2008, quand j'étais en France, j'ai croisé un exposé, un exposé fait par les étudiants dans l'université qui s'appelle « La Chine, prédatrice ou partenaire ». Et l'année dernière, le contenu c'est sur est-ce que la Chine était à l'origine des difficultés économiques de la France à l'époque, par exemple la délocalisation, est-ce que la Chine est la source de la délocalisation, est-ce que la Chine manipule son taux de change, est-ce que la Chine est à l'origine de notre déficit commercial. Et l'année dernière, en 2015, j'ai vu une émission à la télé qui s'appelle aussi Chine, prédatrice ou partenaire. Et c'était sur l'investissement chinois en France. Et il y avait au siège, je pense, l'investissement de la Chine, entrée en capitale de la Chine dans l'aéroport de Toulouse. Mais ça m'étonne que 10 années ont passé et les discussions restent un peu les mêmes. Non, mais les choses ont beaucoup évolué. Vous avez raison qu'il y a toujours une partie de la population française qui est un peu réfractaire aux investissements étrangers, parce que souvent, cette partie de la population est manipulée et ils ont peur de l'étranger qui vient et qui peut-être... Enfin, mais il faut dire que le stéréotype est très présent chez les entrepreneurs français. Moins pressant que vous ne le croyez. Et en fait, vous avez, je parle pour les 1600 entreprises qui conforment la Chambre de commerce en Chine. C'est quand même une population assez importante. Vous avez une des missions fondamentales de la Chambre de commerce en Chine est d'attirer les investisseurs chinois pour qu'ils viennent en France. Et nous nous battons chaque jour pour augmenter l'attractivité de la France vis-à-vis des investisseurs chinois. Donc ce n'est pas que nous ne voulons pas qu'ils viennent, ce que nous voulons absolument qu'ils viennent et que nous faisons nos meilleurs efforts pour qu'ils viennent. Après, bien entendu... Mais je pense qu'il y a toujours un écart entre ce que veulent les entrepreneurs et, par exemple, les médias et ce que pensent les intellectuels. Les médias, je ne juge pas, mais je vous promets que l'ensemble, la très grande majorité des entreprises françaises veulent que les investisseurs chinois viennent en France. Je vous assure que le gouvernement français veut absolument que les entreprises chinoises investissent en France. Et je vous assure qu'une grande majorité de la population française est favorable aux investissements chinois en France. Vous êtes sûr, sinon il n'y aura pas cette émission. Écoutez, non, enfin, je n'ai pas vu l'émission dont vous parlez, mais je crois connaître bien la France. En tout cas, en plus, c'est une émission sur c'est en l'air vous savez, France 5. Mais bon, les médias français, je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais ce que je vous dis, c'est que les entreprises françaises sont un reflet de la société française. Les entrepreneurs français sont issus de la société française. Donc, quand je vous parle au nom des entrepreneurs français, je vous parle aussi au nom d'une grande partie très représentative de la population française. Donc, il ne faut pas croire tout ce que les médias racontent. Donc, je vois bien qu'il y a un écart entre les gens du terrain et les journalistes. Moi, je ne regardais pas la télé, madame. Donc, il faut que je vous informe aussi, parce qu'on est à la télé maintenant. Il y a une question très curieuse, je voudrais s'adresser à M. Ding. En fait, quand le général de Gaulle a décidé d'établir des relations diplomatiques avec la Chine, pensez-vous que c'était surtout sur une dimension géopolitique que économique? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à l'époque, l'économie chinoise était vraiment sans importance pour l'économie mondiale. Mais parce que rien que il y a une tradition de faire attention davantage à en fait, je pense que ce qui a décidé le général de Gaulle de reconnaître pleinement la Chine, c'était d'abord, en fait, les hommes politiques français ont décidé depuis longtemps d'établir des relations diplomatiques avec la Chine d'une manière ou d'une autre. Ce qui les a empêchés de réaliser leur volonté, c'était la guerre en Algérie. Et c'est d'abord la guerre en Indochine, puis la guerre en Algérie. Parce que la guerre en Indochine, la Chine soutenait le Viet Cong, le Parti communiste du Vietnam, qui était
en fait, pour leur indépendance contre les France, etc. Donc, il n'y avait pas de possibilité de création de relations diplomatiques avec la Chine. Puis, la guerre d'indépendance en Algérie. La France a été, pour longtemps, un partisan de l'Algérie française. Donc, alors que la Chine soutenait la guerre d'indépendance des Algériens, donc il ne pourrait pas y avoir de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Puis, lorsque tout était calmé, et puis la France était déjà en retard par rapport aux autres puissances européennes, par rapport à l'Angleterre, etc. Donc, De Gaulle disait il faut reconnaître pleinement la Chine pour montrer l'importance que la France attache à la Chine. Oui, donc c'est comme ça que la France a décidé, a choisi de reconnaître pleinement la Chine en créant les relations diplomatiques officielles avec l'ambassadeur. En tout cas, pour ce qui concerne le geste de la France, c'est tout simplement la reconnaissance de l'importance objective de la Chine dans le monde, dans l'histoire du monde. Au-delà des vicissitudes de ces dernières années, la Chine, avec la France, avec d'autres 3 ou 4 nations, constitue l'un des piliers fondamentaux de l'histoire et de la culture universelle. Et en reconnaissant la France, le général de Gaulle voulait montrer que on reconnaissait en Chine, voilà, c'est cet statut des nations fondamentales dans la culture et dans l'histoire et dans la civilisation mondiale. Voilà. Donc après, bien entendu, à l'époque, personne ne pouvait imaginer les développements économiques formidables de la Chine ces dernières années, mais on savait que la Chine allait compter dans l'histoire du monde dans le passé et qu'elle allait compter dans l'avenir. Et de ce point de vue, je pense que le général de Gaulle a eu vraiment une vision, il a eu raison et l'histoire lui a donné raison. Et donc, sur cette touche historique, on va à la fin de cette émission. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas mentionné, c'est que le domaine financier, parce qu'il y a l'internationalisation du renminbi. Donc, quelle est l'opportunité dans ce domaine? Parce que le financier, c'est toujours très sensible. En fait, la Chine et la France ont fait beaucoup de choses pour la coopération financière. D'abord, l'ambassadeur de France en Chine, à Pékin, m'a dit que finalement, rien qu'en 2014, les entreprises françaises ont décidé de conclure leur contrat commercial avec la Chine, beaucoup en renminbi, donc en la monnaie chinoise. Les affaires conclues en renminbi représentent à peu près 48% du volume total de commerce entre les deux pays, représente à peu près la moitié du commerce entre la France et la Chine. C'est beaucoup. D'autant plus que Paris a créé un centre offshore center, une sorte offshore de renminbi. Parce que Paris est tout de même le siège de la bourse pan-européenne. Et il y a beaucoup de capitaux européens concentrés sur Paris. Et si Paris a décidé d'ouvrir un centre de commerce de renminbi, donc ça va attirer beaucoup d'investissements européens sur place, et ce qui facilite aussi la formation d'un capital dénominé en renminbi sur place. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de coopération dans ce domaine-là. C'est un tout nouveau volet. Merci tous les deux d'avoir participé à notre émission, de finalement dire que les relations économiques n'est pas en retard par rapport à la relation politique ou culturelle. C'est un stéréotype. Alors, je vous remercie et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.